Au matin du 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay s'envole vers l'archipel nippon avec dans sa soute une bombe atomique surnommée Little Boy. Il a pour cible la ville industrielle d'Hiroshima de 340 000 habitants. À 8h15, la bombe, d'une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT, est larguée. Un gigantesque champignon nucléaire s'élève au-dessus de la ville. La température au sol atteint 4000 degrés. « 70 000 personnes sont tuées sur le coup. La ville est complètement anéantie. C'est comme si on avait largué sur la ville 1 million de bombes classiques. 1 million de bombes classiques. L'irradiation continuera pendant des dizaines d'années à faire de nombreuses victimes. Au total, elle a tué à Hiroshima 140 000 personnes. Le degré de dévastation d'une seule petite arme est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 3 jours après Hiroshima, une deuxième bombe atomique est larguée sur la ville de Nagasaki. 45 000 morts immédiats. Ces 2 bombes portent un coup final à l'Empire du Japon qui se rend le 2 septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Les États-Unis sont alors propulsés au rang de superpuissance. Est-ce que je suis fier? Je crois que finir la guerre si vite a permis de sauver de nombreuses vies. Et pour cela, je suis fier de ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas fier des destructions de masse. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à l'origine de ces bombes, c'est l'Allemagne qui mène le bal. Car les Américains, convaincus qu'Hitler est sur le point d'avoir l'arme atomique, vont tout faire pour l'empêcher d'y parvenir en premier. C'est très important. Si les Allemands ont la bombe avant nous, Hitler va gagner et le monde sera dominé par le Troisième Reich pendant 1000 ans. Hitler aurait 18 mois d'avance, alors il y a urgence. Les Américains vont lancer la plus grande opération secrète de tous les temps. Un budget colossal, 26 milliards de dollars, et les meilleurs scientifiques au monde. Nom de code, Projet Manhattan. Les scientifiques engagés dans ce projet étaient obsédés à l'idée d'y arriver, que ça marche et que ce soit fait à temps. Il y avait donc une immense pression sur eux. Le projet est top secret. 600 000 personnes travaillent dans des sites ultra sécurisés aux 4 coins des États-Unis. Des lieux cachés aux yeux du monde, même le Congrès américain n'est pas mis au courant. Sécurité, sécurité, sécurité. C'était le maître mot à Los Alamos. Tout le monde vivait et respirait sécurité, 24 heures sur 24, constamment. En parallèle, se joue une étonnante course contre la montre, cette fois entre les Alliés eux-mêmes. Car les Soviétiques, eux aussi, sont prêts à tout pour avoir la bombe. Cette course à la fin de la guerre pour récupérer les scientifiques allemands, mais aussi de l'uranium, a été une immense compétition entre les forces alliées. Et pour cela, les Alliés ne vont pas hésiter à utiliser des espions. Il était l'un des plus intelligents et brillants scientifiques impliqués là-dedans. Klaus Fuchs a probablement été l'espion le plus important de l'histoire de l'espionnage. C'est cette incroyable compétition secrète méconnue que nous allons vous raconter. Une course folle où tous les coups sont permis et où le destin du monde est en jeu. Allemagne, début des années 30. Adolf Hitler vient d'être nommé chancelier du Reich.
Si le pays est devenu militairement l'un des plus puissants au monde, il l'est aussi dans un autre domaine, la science. Le pays est le fer de lance de certaines disciplines comme la chimie et la physique. Depuis près de 40 ans, c'est la nation qui compte le plus de prix Nobel. Comme Max Planck, un spécialiste de l'énergie, Albert Einstein et un certain Werner Heisenberg, l'un des plus brillants chercheurs atomistes du pays, de la vie générale, un génie. L'Allemagne paraissait aux yeux du monde comme un pays extrêmement avancé sur le plan scientifique. Dans le domaine du secret, ils avaient les codes et la machine à coder Enigma. Dans le domaine des armes, ils avaient les avions les plus modernisés. Et l'Allemagne avait une place à part comme une pépinière de science et de savants. Mais les lois antisémites d'Hitler conduisent à l'exil nombre de scientifiques brillants, tel Albert Einstein qui s'installe aux États-Unis. Et tout commence un jour d'août 1939. Alors qu'Einstein est en vacances sur la côte Est, sur la petite île résidentielle de Long Island, les vacances du plus célèbre des scientifiques vont être moins tranquilles que prévu. Ce jour-là, il reçoit la visite d'un de ses collègues et amis, Léo Szilard, un physicien juif hongrois qui lui aussi a quitté son pays face à la montée du nazisme. Il est venu faire à Einstein une révélation de la plus haute importance. Sur la terrasse de sa maison de vacances, il lui explique comment l'Allemagne exploite une nouvelle source d'énergie, l'uranium, qui pourrait conduire à la création d'armes dévastatrices. Sans attendre, Einstein décide d'écrire une lettre au président des États-Unis en personne, Franklin Roosevelt. Et voici ce qu'il lui explique. J'ai appris que l'Allemagne vient d'arrêter toute vente d'uranium, extrait des mines de Tchécoslovaquie dont elle s'est emparée. L'uranium va pouvoir être converti dans une nouvelle source d'énergie dans un futur proche. Ce nouveau phénomène pourrait nous conduire à la construction de bombes. Une seule bombe de ce type, explosant dans un port, pourrait en détruire toutes les installations, ainsi qu'une partie du territoire environnant. Il ne mâche pas ses mots. Il explique que les Allemands travaillent sur ce projet et qu'il sera dévastateur. Il pense que c'est très important que le président soit informé et comprenne bien que cela puisse être le début d'une sorte de programme nucléaire allemand. Roosevelt prend connaissance de la missive et les informations le terrifient. Il y a de quoi être inquiet. Car au même moment, en Europe, les événements se sont précipités. Septembre 1939, Hitler a lancé ses troupes d'abord à l'assaut de la Pologne, puis à la conquête de la France, et enfin, il a menacé l'Angleterre. La Seconde Guerre mondiale a éclaté. En quelques mois seulement, Hitler a conquis une grande partie de l'Europe. Mais face à cette guerre, l'opinion publique américaine contraint Roosevelt à rester neutre. Pourtant, impossible de laisser une nation aussi puissante que l'Allemagne en possession d'une arme si dévastatrice sans réagir. Les États-Unis doivent absolument posséder la même pour se défendre au cas où. C'est d'ailleurs ce que dit Roosevelt à ses conseillers. Roosevelt se dit « Ah, je vois. Ce que vous me dites, c'est que mes voisins sont en train de construire une bombe qui pourrait nous exploser à la figure. Alors ok, on va réagir, dit le président. » Alors, pour ne pas se laisser distancer, Roosevelt rassemble des scientifiques chargés de réfléchir à la faisabilité d'une bombe atomique. Le projet est alors très modeste, une dizaine d'hommes et un budget d'à peine 100 000 $. Mais un événement va tout faire basculer. 7 décembre 1941. Le Japon, allié de l'Allemagne, attaque la flotte américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Les États-Unis entrent en guerre. I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States
and the Japanese Empire. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'Hitler de déclarer la guerre aux États-Unis. Désormais, le pays peut devenir la cible numéro 1 de l'Allemagne. Les Alliés sont tout à fait conscients que l'Allemagne a un immense pouvoir militaire et scientifique. Ils sont paniqués. Ils savent qu'Hitler est un homme impitoyable et qu'il n'hésitera pas à utiliser cette bombe, s'il l'a en premier, sur Londres ou Washington. Construire une bombe atomique devient la priorité absolue de Roosevelt. Et il est persuadé d'entamer avec l'Allemagne une course contre la montre. C'est à celui qui aura la bombe en premier. Et d'après le président, le Reich a déjà un train d'avance. Ils auraient un an et demi d'avance sur le programme américain. Cela signifie qu'ils pourraient avoir la bombe pour Noël 43 ou l'été 44. Et cela serait dévastateur. Fabriquer une bombe atomique alors même que personne ne sait si cette arme est réalisable, et en plus rattraper 18 mois de retard, le défi de Roosevelt semble insensé. Alors, il va mettre les grands moyens. Au total, plus de 600 000 personnes vont être recrutées. Des villes entières et des usines vont sortir de terre en quelques mois. Dans des laboratoires flambant neufs, les meilleurs scientifiques du monde vont travailler dans le secret le plus absolu et avec des moyens illimités. Nom de code de ce programme militaire inédit, le projet Manhattan. À sa tête, deux hommes au profil radicalement différent. Leslie Groves, le militaire, et Robert Oppenheimer, le scientifique. Groves a été choisi par Roosevelt lui-même pour diriger le programme. L'homme a un profil hors norme. Il est à la fois général et ingénieur, et son expérience est indiscutable. Il a construit le Pentagone, le plus grand quartier général des forces militaires au monde. Le général Groves a été appelé l'homme indispensable du projet Manhattan. C'était une boule d'énergie. Il avait plus d'énergie et il était plus déterminé que n'importe lequel de ses pairs. Il disait « Chaque difficulté doit être résolue en 1 heure maximum ». C'était un homme grand, corpulent, imposant, puissant. Il a dit OK et il s'est mis au travail tout de suite. Sa première mission, trouver l'homme qui devra diriger les scientifiques. Son choix s'arrête sur Oppenheimer, un brillant physicien qui enseigne à Berkeley en Californie. Mais ce choix va interloquer la communauté scientifique car Oppenheimer n'est pas le meilleur dans son domaine. Les gens ont dit « Groves a choisi Oppenheimer, mais c'est très étrange. Oppenheimer n'a jamais géré aucun projet ou accompli ce que d'autres scientifiques ont fait. Certains étaient des prix Nobel. Ils étaient là depuis le début du projet. Mais Groves choisit toujours des gens plus jeunes, qui ont de l'énergie et de l'ambition pour accomplir un but. Et il a vu cela en Oppenheimer. Il l'a remarqué immédiatement. Un choix d'autant plus surprenant qu'Oppenheimer n'a rien à voir avec le style autoritaire et intransigeant de Groves. Oppenheimer, par contre, ressemblait à un poète sensible, ce qu'il était d'ailleurs. Il portait sur lui les poèmes de Baudelaire. C'était un philosophe, il parlait 7 langues. Il avait même étudié les textes sacrés hindous. C'était un homme profondément sensible. Malgré les différences notables entre les deux hommes, Roosevelt place toute sa confiance dans ce duo et leur donne carte blanche. Dès le départ, Groves a eu un pouvoir absolu. Il avait tous les moyens du gouvernement américain à sa disposition. Il avait tout l'argent qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin. Il a compris très tôt qu'il y allait avoir une compétition pour les ressources. Et donc, il avait besoin d'avoir la priorité sur toutes les matières. Que ce soit le cuivre, l'or, l'argent, il avait la priorité absolue. Premier problème pour Groves,
ou créer les infrastructures pour fabriquer la bombe. Impossible de la construire dans un laboratoire situé dans une ville, les équipements sont gigantesques. Rien que l'usine d'enrichissement d'uranium mesure 1 km de long. Et il y a d'autres exigences. Groves voulait que les sites soient isolés car ils étaient top secrets. Il ne voulait pas que les gens sachent. En plus, c'était le premier complexe de ce type. La première fois qu'on construisait un réacteur nucléaire qui allait monter jusqu'à 2000, 3000 degrés. Et ça aurait pu exploser. Ils n'avaient jamais construit une chose pareille. Il fallait donc s'assurer qu'il n'y ait personne autour, au cas où quelque chose se passe mal. En plus, Groves ne veut pas que la bombe soit construite sur un seul site, mais sur 3. Car il s'agit d'une première, alors il faut essayer plusieurs méthodes. Un premier complexe immense est construit à Oak Ridge, dans le Tennessee, destiné à fabriquer de l'uranium. Puis un deuxième à Hanford, près de Seattle, pour la production du plutonium. Reste à trouver l'emplacement idéal pour le 3e site, le plus crucial, celui où sera assemblée la bombe. Et pour cela, il faut un emplacement encore plus isolé, encore plus secret. Groves est dans l'impasse. Oppenheimer a une idée. En novembre 1942, il emmène Groves dans le Grand Ouest américain, au Nouveau-Mexique. Oppenheimer connaissait le coin, car il avait un ranch au Nouveau-Mexique. Il adorait cet endroit. Il faut dire que c'est vraiment magnifique, c'est splendide. Alors il visite plusieurs emplacements. Et Groves dit, non pas celui-là, pas ici, non pas ici non plus. Il demande à Oppenheimer, est-ce que vous connaissez un autre endroit? Et Oppenheimer répond, eh bien il y a une école là-bas, l'école de Los Alamos, dans la plaine. Groves et Oppenheimer découvrent cette scène de jeunes garçons en train de faire du sport. Et immédiatement Groves dit, c'est là, voilà. Alors ils font fermer l'école, ils délocalisent les enfants et ils prennent les rênes de cet endroit qui était déjà habité. C'est donc ici, à Los Alamos, sur ces terres extrêmes à 2500 mètres d'altitude, que va être créé le plus grand laboratoire atomique. Et c'est là qu'Oppenheimer compte bien faire venir les meilleurs scientifiques du monde. Le problème, c'est qu'il va falloir les convaincre. Comment les motiver à quitter leur vie pour venir s'installer au milieu de nulle part et pour un temps indéterminé? Et surtout, comment Oppenheimer va-t-il leur faire accepter de travailler sur un projet dont personne ne peut même affirmer qu'il fonctionnera? C'est tout le dilemme de Groves et Oppenheimer. Ils ne savent pas si ça va fonctionner. Peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que ça va être un échec. Ils vont appuyer sur le bouton et puis rien ne se passe. Peut-être que ça va foirer, que ce sera un échec. La tâche d'Oppenheimer est délicate. Alors, pour recruter les meilleurs cerveaux, il prend son bâton de pèlerin et sillonne en train les États-Unis. Pendant 1 an, il tente de les convaincre l'un après l'autre avec un argument imparable. Voilà ce qu'il leur dit. Que ce sur quoi ils vont travailler ne va pas seulement permettre de terminer cette guerre, mais aussi sûrement les autres guerres. Donc il a fait appel à leur patriotisme, à leur haine viscérale de l'Allemagne, d'Hitler et de son régime antisémite. Et c'est plutôt convaincant pour la plupart des scientifiques. Si Einstein n'est pas autorisé à participer au projet à cause de ses convictions pacifistes, Oppenheimer a réussi son pari. Les meilleurs scientifiques du monde sont à ses côtés, et parmi eux, 20 prix Nobel. Au printemps 1943, ils arrivent dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos. Entre-temps,
ce qui n'était qu'un pensionnat de garçons est devenu une véritable ville. À perte de vue, des mobil-homes en guise de maison. On trouve des bureaux, des ateliers de montage et des laboratoires, mais aussi un hôpital et des supermarchés. Une ville presque normale, mais où la sécurité est omniprésente. Tout autour, des barbelés et la police militaire qui patrouille 24 heures sur 24. Au total, 7000 personnes vivent ici. À côté des militaires et des scientifiques, tout le personnel indispensable au bon fonctionnement d'une ville, des ouvriers et des agents administratifs. Il y a aussi des femmes au foyer avec leurs enfants qui accompagnent leurs époux. Dima Chavez a 6 ans quand il emménage à Los Alamos en août 1943. Son père vient d'être recruté comme ouvrier pour construire de nouveaux laboratoires. À son arrivée, il comprend qu'il entre dans la ville la plus secrète au monde. D'abord, on est arrivé devant la porte principale, gardée par la police militaire armée. Mon père avait un laissez-passer qui l'autorisait à entrer à Los Alamos. Ensuite, ils nous ont pris en photo. On devait porter un badge. Et là, le soldat militaire a dit à mon père, « Remontez dans votre véhicule et continuez sur cette route. Il y aura un autre checkpoint dans 1,5 km. On va vous donner un temps précis pour rejoindre cet endroit. Et si vous ne respectez pas ce temps, on va vous poursuivre. » Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et si papa avait une roue qui crevait? Finalement, tout s'est bien déroulé. On est rentré comme une lettre à la poste. Au même moment, arrive à Los Alamos un jeune militaire de New York. Il s'appelle Benjamin Mederson, il a 19 ans. Benjamin a étudié 2 ans la physique à l'université, puis il est rentré dans l'armée. Un jour, des officiers lui proposent de devenir assistant physicien sur un projet militaire. Il ne sait absolument pas qu'il va travailler sur une bombe atomique. Le programme est top secret. Pourtant, il accepte le job. Mais alors qu'il s'attend à arriver sur une base militaire, il est abasourdi. Il y a des scientifiques partout. On était au milieu de nulle part, dans une ville tout juste construite. Et il y avait des civils qui venaient du monde entier, surtout d'Europe et des États-Unis. Imaginez, tous les scientifiques du monde étaient là. Ils étaient tous physiciens et mathématiciens. Tout le monde était intéressant. Benjamin comprend que sa mission sera liée à la science. Comme lui, 99% des employés ne savent pas sur quoi ils travaillent. C'est l'objectif du général Groves, garder le secret. C'était le plus grand secret de la guerre. Le fait même qu'il y ait un programme sur une bombe était un secret. Si les Allemands avaient su que les Américains travaillaient sur une bombe atomique, ils seraient peut-être allés encore plus loin. Groves est obsédé à l'idée qu'Hitler puisse avoir la bombe en premier. Il le sait, la science allemande domine le monde, il y a urgence. L'homme dont il se méfie le plus est le fameux physicien atomiste Werner Heisenberg. Lui a choisi de rester auprès d'Hitler plutôt que de s'exiler. Et il serait pour Groves le scientifique allemand le plus menaçant. Si quelqu'un pouvait être en charge d'un programme nucléaire, c'était certainement lui. Si quelqu'un pouvait créer une bombe, c'était certainement lui. Groves craint les talents d'Heisenberg dans cette course contre la montre. Alors, il va redoubler de prudence. Pour garder le secret, il impose la compartimentation du travail. Chacun, du brillant scientifique à l'ouvrier, n'a qu'une seule activité à effectuer et n'a pas le droit d'en parler. L'information est ainsi réduite au minimum et personne ne connaît la finalité du projet. Des conditions de travail surprenantes. Alors, les gens commencent à s'interroger. Mon père avait accès à beaucoup de zones interdites. Mais est-ce qu'il savait ce qu'il se passait? Non. Il avait un job à faire, un trou à faire par là, quelque chose à déplacer par ici. Et dès qu'il avait terminé,
il changeait de zone. On en parlait, mais mon père disait « Tu n'es pas censé savoir, je ne suis pas censé savoir, ne dis pas un mot là-dessus, point final. » On m'a tout de suite donné un job. Et mon chef était anglais. Il était professeur en Angleterre. Donc je savais que je faisais de la physique, mais je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait, bien sûr. Mais après quelques semaines passées auprès des grands scientifiques britanniques, Benjamin est mis dans le secret car il est muté au département des explosifs. Il apprend qu'il est en train de construire une bombe atomique. Je faisais exploser des choses. J'avais des tubes en acier et des explosifs. Et je devais mesurer le temps des explosions. On regardait comment le métal supportait l'explosion. Voilà ce que je faisais. Juste tester le matériel pour voir leur résistance à une explosion. J'étais très heureux. C'était très excitant de savoir que je faisais de la vraie physique au sein de l'armée alors que le monde explosait autour de moi et que les gens mouraient partout. Moi, je faisais de la physique. J'avais une chance inouïe. Benjamin fait désormais partie des 1% des initiés. Pour cette minorité, les règles sont drastiques. Les scientifiques ont interdiction formelle de parler de la bombe, même avec leurs femmes, le soir à la maison. Et entre eux, ils doivent utiliser un langage codé. On ne pouvait pas dire bombe. Ça s'appelait le gadget. Le terme bombe n'était jamais utilisé en public. Les mots fusion, réaction en chaîne, neutron, tous ces mots n'étaient jamais utilisés en dehors de la zone technique. Partout dans le camp, des pancartes géantes rappellent la règle de base. Ce que vous voyez ici, ce que vous faites ici, ce que vous entendez ici quand vous partirez, laissez tout ici. Ou encore, votre crayon et votre langue peuvent être des armes pour l'ennemi. Surveillez ce que vous écrivez et ce que vous dites. Je mourais d'envie de dire ce qu'il se passait. C'était vraiment tentant. Mais le secret était très important et on le savait. Malgré ces contraintes, les Américains accourent pour faire partie du projet. Il faut dire que le pays connaît alors une crise économique gravissime. Avec la Grande Dépression, le chômage est au plus haut. Ici, c'est l'assurance d'avoir un emploi et un loyer payé par l'État. Le père de Dimas n'a pas hésité une seconde. Après des années de galère, travailler à Los Alamos lui permet de mettre sa famille à l'abri. C'était son boulot. Il n'avait pas d'autre boulot. Mon Dieu, mais où vivre ailleurs? On payait $16 de loyer par mois pour une maisonnette. La nourriture était fournie par l'armée. Mon père ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais en venant ici, ça lui permettait de prendre soin de nous. Rapidement, une vie quotidienne s'organise. Les enfants vont à l'école, il y a un cinéma, un théâtre et quelques boutiques. De quoi occuper les habitants qui n'ont pas le droit de sortir de la ville. Alors pour se divertir, chacun fait comme il peut. Il y avait beaucoup de sports. Les hommes jouaient au basket, au foot, au baseball. Les scientifiques qui savaient jouer de la musique formaient des groupes. La musique ici, c'était une forme d'exutoire. Il y avait plusieurs groupes, de la danse tous les vendredis et samedis soirs. Tout le monde dansait. Mais même les samedis soirs, Big Brother n'est jamais bien loin. Les serveurs étaient des agents qui écoutaient les conversations. Et si quelqu'un était un peu trop ivre et qu'il parlait un peu trop de ce sur quoi il travaillait,
Il était viré tout de suite du bar. Et pour ceux qui seraient un peu trop bavards, la sentence est sans appel. Si quelqu'un était soupçonné de trahison, on l'envoyait sur les îles Aléoutiennes, en Alaska. On s'en débarrassait. Mais on ne pouvait pas juste les laisser libres, retrouver la vie civile. Ils étaient exilés, là où ils pouvaient être surveillés. Dans ce climat ultra sécuritaire, les scientifiques travaillent d'arrache-pied. Mais en janvier 1944, un an après le début du projet Manhattan, c'est la panique. Ils n'ont toujours pas la bombe. Impossible même de savoir s'ils pourront l'avoir avant les Allemands. Et Groves doit faire face à un nouveau problème de taille. Car après l'Allemagne, un deuxième concurrent apparaît dans cette course contre la montre. Mais cette fois, c'est un allié. L'Union soviétique. Depuis des mois, le pays fait face à la sanglante invasion allemande, l'opération Barbarossa débutée le 22 juin 1941. 4 millions de soldats de l'Axe ont envahi l'URSS par surprise. La guerre est impitoyable. Mais au milieu de ce chaos, un homme, lui, s'inquiète d'une autre menace. Georgi Flerov, un physicien. Il a remarqué que le flot d'articles écrits par des savants allemands et américains sur les éléments radioactifs s'est tari soudainement. Il soupçonne que ces chercheurs sont en train de fabriquer une bombe atomique. Il est allé dans les bibliothèques vérifier s'il y avait quelque chose dans les journaux américains et autres, mais il n'a rien vu. Alors il a regardé dans les journaux allemands, mais tout ce qui concernait la fission nucléaire avait disparu. Il en a conclu, comme dans l'histoire de Sherlock Holmes, que le chien qui n'aboie pas dans la nuit vous donne un indice qu'il se passe quelque chose. Alors, en avril 1942, il écrit une lettre à Staline pour l'avertir des conséquences du développement d'une telle arme. Les résultats dépasseront tellement ce qu'on connaît qu'il ne sera pas nécessaire de déterminer qui sera blâmé pour le fait que ce travail ait été négligé dans notre pays. Alors, à son tour, début 1943, Staline lance un programme de développement d'une bombe atomique. Rien à voir avec le projet Manhattan. Seule une centaine de scientifiques est recrutée. Et c'est ici, dans cette tente, à côté de Moscou, que débutent les recherches. Le projet Manhattan, c'est la Rolls-Royce. Le projet soviétique, c'est même pas une 2 chevaux, c'est un vélo. Les scientifiques qui travaillent là sont surtout des gens qui travaillent avec du papier et du crayon, qui vivent dans une grande misère matérielle. Il n'y a pas de réacteur nucléaire. Et surtout, il n'y a pas d'uranium. Encore moins de plutonium. Donc il n'y a pas la matière première d'une bombe. Les soviétiques n'ont rien de tout ça. Mais ils savent comment ils pourraient faire s'ils avaient les moyens. Il faut dire que l'URSS est ruinée. La guerre a déjà fait des millions de morts côté russe. Débute alors sur tous les fronts une contre-offensive soviétique. Toutes les ressources sont mobilisées. La recherche scientifique est loin d'être la priorité de Staline. L'Union soviétique est un pays du tiers-monde, incomparablement plus pauvre que les États-Unis. Il y a donc peu de ressources à allouer à de la recherche fondamentale ou appliquée. Tout va à l'effort de guerre. En revanche, il y a un domaine dans lequel l'URSS excelle et qui va être primordial, l'espionnage. Et un de leurs espions va leur être particulièrement utile. Il va leur transmettre toutes les avancées américaines sur la bombe, car cet homme est parvenu à espionner dans la ville la plus sécurisée du monde, Los Alamos. Il s'appelle Klaus Fuchs. Klaus Fuchs était probablement l'espion le plus important de toute l'histoire de l'espionnage, car il était l'un des scientifiques les plus intelligents et brillants impliqués là-dedans. Fuchs est originaire d'Allemagne, une famille de classe moyenne, un père pasteur. À 17 ans, alors qu'Hitler prend le pouvoir, il devient opposant nazi et s'engage dans le Parti communiste.
Il était très clair pour lui que le plus grand danger pour la nation allemande était la montée de l'extrême droite et du nazisme. Et il était persuadé que le Parti communiste était le seul habilité à faire barrage au nazisme. Pour un homme comme Fuchs, ça a été un engagement fondamental pour le reste de sa vie. Communiste convaincu, il quitte l'Allemagne nazie direction la Grande-Bretagne où il entame des études de physique. Il obtient la nationalité anglaise et devient rapidement un brillant physicien. Il est alors recruté pour travailler sur le projet britannique de la bombe atomique, commencé en 1940, 2 ans avant le projet Manhattan. Mais ses convictions politiques le mènent directement à l'ambassade russe de Londres, où il propose ses services à l'URSS. Dès que l'Allemagne a envahi l'Union soviétique, il est allé à l'ambassade russe de Londres et il a dit « Je suis au courant de cela, je peux vous parler de mon travail ». Il sait qu'un projet est en cours pour créer une bombe atomique à l'uranium. Il est invité à faire partie de ce programme et pour lui, c'est un devoir de prévenir le Parti communiste, le GRU et l'Union soviétique. C'est là où il est devenu espion. En 2 ans, Fuchs fait passer à l'URSS 570 pages de calcul et de description de la construction d'une bombe atomique. C'est le résultat de tout ce que la Grande-Bretagne a découvert. Mais il va aller encore plus loin. Car fin 1942, le général Groves demande aux Alliés de faire venir leurs meilleurs scientifiques aux États-Unis pour accélérer les recherches sur la bombe. Fuchs, l'éminent physicien, est donc lui aussi invité à faire partie du voyage. En novembre 1943, il arrive aux États-Unis. L'espion russe fait désormais partie du projet Manhattan. Et là, il va avoir accès à toutes les informations top secrètes. Les Alliés, eux, n'ont alors aucune idée qu'ils sont espionnés. Groves n'a qu'une obsession. Alors que sa bombe ne sera pas terminée avant plusieurs mois, il ne sait toujours pas si Hitler, lui, est prêt à lancer la sienne. Pour cela, il doit absolument interroger les savants restés en Allemagne. Avant tout, Werner Heisenberg, celui qui serait à la tête du programme nucléaire allemand. Le seul moyen d'y parvenir est d'envoyer des hommes sur le terrain. Mais il va devoir attendre le printemps 1944 pour que l'Europe se libère. Le 6 juin, aux premières heures du matin, plus de 130 000 hommes débarquent sur les plages de Normandie. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps. Parmi ces soldats alliés, il y a aussi des civils américains. Des hommes dont l'objectif n'est pas de libérer l'Europe du joug nazi. Ce sont des scientifiques en habits militaires. Ils sont une vingtaine envoyés par Groves lui-même. Leur rôle, savoir où en sont réellement les Allemands avec leurs bombes. Il avait besoin d'avoir ses propres services d'espionnage et de contre-espionnage. Il avait besoin d'avoir des oreilles et des yeux en Europe, d'avoir ces hommes là-bas. Cette unité spéciale d'espions d'un nouveau genre, c'est la mission Alsos. À sa tête, un certain Samuel Gutschmidt. Ce néerlandais de 45 ans enseigne la physique à l'université du Michigan. Et dans les années 30, il a côtoyé les plus brillants scientifiques allemands. Certains étaient même ses amis. Des contacts privilégiés qui pourraient être bien utiles pour obtenir des informations. Il a tous les critères pour aller sur le terrain à la chasse aux savants et les interroger. Suivant l'avancée des troupes alliées en France, Gutschmidt et ses hommes arrivent le 25 novembre 1944 dans une ville qui les intéresse tout particulièrement, Strasbourg. La ville est devenue la vitrine du Reich en matière de recherche scientifique. C'est ici qu'Alsos espère trouver la trace de Werner Heisenberg. C'est lui qui pourra donner des informations sur la bombe allemande. En arrivant à l'université de Strasbourg, Gutschmidt découvre des documents et une adresse qui va leur permettre de localiser Heisenberg.
Goudsmit découvre cette information très excitante, à savoir que Heisenberg, la principale personne qu'il recherche, n'est pas à Berlin, qui vient d'être bombardée et détruite, mais qu'il a déménagé à Eschingen, dans la forêt noire. Ce qui existe du programme nucléaire allemand a été déplacé. Eschingen, une petite ville à laquelle Goudsmit et ses hommes n'auraient jamais pensé, perdue en pleine forêt noire, à 60 km de Stuttgart. D'après la mission Alsos, un endroit idéal pour camoufler un laboratoire. Goudsmit le sait, il se rapproche du but. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, car il n'est pas le seul à s'intéresser aux recherches atomiques allemandes. Il va avoir affaire aux Français. Il va s'en rendre compte lorsque le 24 avril 1945, la mission Alsos arrive enfin en vue d'Eschingen. La ville se trouve juste de l'autre côté d'un pont. Mais voilà le problème. Une autre armée y est déjà stationnée et s'apprête à entrer dans la ville, l'armée française de libération. A priori, rien de grave, ce sont des alliés. Sauf qu'en matière de chasse aux savants, c'est chacun pour soi. D'autant que les Français, après 5 années de guerre, entament alors tout juste leur programme nucléaire. Les Français ont leur propre service secret. Et eux aussi aimeraient capturer certains de ces scientifiques pour la France d'après-guerre. Il y a donc beaucoup de compétition pour attraper ces savants les premiers. Si jamais Heisenberg est capturé par les Français, il y a fort à parier qu'ils le garderont pour eux. La situation est délicate. La mission Alsos doit absolument empêcher la première armée française d'avancer. Mais comment faire? Les Américains vont alors tenter un gros coup de bluff. Alors ils disent « Attendez, cet endroit va être bombardé. Vous ne voulez pas entrer? Nos avions arrivent. » Et les officiers français disent « Ok, nous allons attendre. » Et la mission Alsos fonce. Résultat, la première armée patiente et n'entre pas dans Eschingen. La mission Alsos, elle, s'y précipite. À l'adresse trouvée à l'université de Strasbourg correspond une église. En la fouillant, c'est le jackpot. Goudsmit déniche dans la cave un laboratoire top secret et cet énorme réacteur. Mais là, coup de théâtre, ce n'est pas du tout une bombe, mais une pile atomique qui, en l'état, ne sert qu'à fabriquer de l'électricité. L'équipe d'Alsos est soulagée. 15 jours plus tard, elle met la main sur Heisenberg. Il confirme que l'Allemagne est encore très loin de maîtriser l'énergie atomique. Il n'y a rien, pas de programme, aucune volonté. Il n'y a pas eu de collaboration entre la science, l'armée et l'industrie allemande pour créer leur propre projet Manhattan. Hitler n'a pas contribué à l'effort atomique en Allemagne. Il pensait que ce n'était pas nécessaire, qu'il fallait d'abord finir la guerre. Heisenberg a dit à Hitler que ça prendrait 10 ans et coûterait des millions de dollars. Et Hitler a dit « Ça ne vaut pas la peine, on aura fini la guerre bien avant ». Les Américains n'ont donc plus rien à craindre du côté des Allemands. Mais ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'ils ont un nouvel adversaire. Un concurrent ultra déterminé auquel ils n'avaient pas pensé et qui va s'avérer pourtant particulièrement dangereux, l'URSS. Car les Soviétiques aussi comptent bien récupérer le maximum de savants et de matériel en Allemagne pour construire leurs bombes. Les Américains vont donc devoir jouer serré. En Allemagne, une nouvelle course folle commence. Bien que la guerre ne soit pas encore finie, des indices montrent que l'Union soviétique est en train de devenir le prochain adversaire, le prochain ennemi potentiel. D'autant que les Soviétiques ont eux aussi monté une mission scientifique pour piller le sol allemand. À sa tête, un brillant physicien ultra motivé, Yuri Khariton. Khariton étant complètement affamé à la recherche de tous les matériels dont il a besoin pour expérimenter et construire, est l'homme véritablement qui, sur le terrain, est capable de dire « Je veux cette installation, vous la démontez, vous l'envoyez en Union soviétique, je veux ce matériel, cet oscilloscope, il nous le faut absolument. » Cette fois, les Russes n'ont rien à envier à la mission américaine.
Les moyens que les soviétiques mettent en jeu dans Alsos sont énormes par rapport à leur pauvreté générale. Les plus grands atomistes soviétiques sont partis en Allemagne. Pendant les 2 mois qu'a duré la chasse aux savants et au matériel allemand, le programme nucléaire soviétique s'arrête. Tout le monde est parti, Khariton en tête, en Allemagne. Si l'URSS met le paquet sur cette mission, c'est parce que pour construire une bombe atomique, il lui faut de l'uranium. Et le pays en a bien trop peu, seulement 7 tonnes, alors qu'il lui en faudrait 200. Et c'est précisément en Allemagne qu'elle peut en trouver. On ne va pas à la recherche d'une bombe atomique, toute faite sur une étagère, avec un joli nœud autour. On va à la recherche de bases industrielles, de matières premières, l'uranium, pour essayer d'accélérer le programme soviétique. Or, les soviétiques savent que les Allemands ont une réserve d'uranium pour une raison très simple. C'est que les Allemands ont occupé la Tchécoslovaquie en 1938 et que la seule grande mine d'uranium connue à l'époque se trouve à Joachimsthal en Tchécoslovaquie. Donc pour les soviétiques, il y a eu accumulation d'uranium pendant la guerre. Seulement, les Américains, eux, qui n'ont toujours pas la bombe, ne veulent surtout pas que l'URSS trouve cet uranium. Groves sait que les Américains vont avoir la bombe, mais il veut s'assurer que le monopole américain va durer le plus longtemps possible, parce que cela rendra les Américains plus puissants. Le problème, c'est qu'au début de l'année 1945, les Américains ont déjà un train de retard. Car alors qu'ils sont bloqués dans les Ardennes, l'armée rouge, elle, avec ses scientifiques, est déjà entrée en Allemagne par l'Est et se rapproche de Berlin. Les Soviétiques risquent donc de faire main basse les premiers sur les stocks d'uranium. Et notamment dans cette usine tout près de Berlin qui en produit. Mais le général Groves a tout prévu. À Strasbourg, ils ont découvert beaucoup de documents concernant le projet atomique allemand. Apparemment, parmi ces documents, il est noté qu'un groupe, dans l'usine Dauergesellschaft à Oranienburg, produit de l'uranium pour le projet. Il a donc demandé que l'armée américaine bombarde l'usine. Le 15 mars 1945, 600 bombardiers américains larguent 1500 tonnes d'explosifs et des bombes incendiaires sur l'usine. Le bombardement, d'une puissance inouïe, détruit tout le stock d'uranium, 100 tonnes au total. Un acte d'hostilité qui vise clairement son allié soviétique. Elle n'est pas utile à l'effort de guerre allemand, cette usine. Elle fabrique des oxydes d'uranium. Mais c'est simplement pour en priver les soviétiques. Et c'est Groves en personne qui donne l'ordre au chef de l'US Army Air Force d'aplatir cette usine. Ça veut dire l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés. Et c'est aussi pour en priver les soviétiques. On n'est pas encore dans la guerre froide et pourtant ils interviennent directement pour priver un allié d'un accès à un matériau essentiel. Et les Américains vont même aller encore plus loin pour priver les Russes de cet uranium. Cette fois, ils vont carrément bafouer les règles internationales. Un mois après le bombardement d'Oranienburg, les hommes d'Alsos ont enfin pénétré en Allemagne. Et ils ont appris par des savants allemands capturés que le véritable stock d'uranium était gardé à Stachfurt, à 200 km de la capitale. Un véritable trésor. Il y aurait là 1200 tonnes d'uranium. Il faut absolument les récupérer avant les Russes. Le problème, c'est que cette ville appartient à la zone d'occupation soviétique prévue par les accords de Yalta. Groves n'en a que faire. Il ordonne à ses hommes de se précipiter vers Stassfurt. En cachette, en pleine nuit, ils chargent l'uranium sur leur GMC. Des files entières de camions emmènent le stock direction la Grande-Bretagne. Quand l'armée rouge arrive quelques jours plus tard, il ne reste plus rien. L'URSS a su ce qu'il s'était passé et ils ont protesté, non pas sur la prise d'uranium, mais sur le fait que des troupes américaines ont été dans une zone d'occupation qui était censée être une zone soviétique. Ils n'ont pas le droit de le faire. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Alors, la règle en droit de la guerre, c'est quand je bats mon ennemi, j'ai droit à ses dépouilles.
Qui a battu l'armée allemande en Saxe? L'armée américaine. Par conséquent, ça peut être considéré comme des pouilles de guerre. C'est comme ça que les Américains l'ont justifié. En réalité, bien sûr, il y a une violation des accords de Yalta, puisqu'ils devaient laisser toute l'infrastructure... l'infrastructure, c'est pas de l'infrastructure, c'est les matières premières. Donc on a joué sur les mots. Mais très honnêtement, Leslie Groves, qui est un type extrêmement carré, un type assez brutal, il s'en moque de toutes ces arguties juridiques. Ce qu'il veut, c'est que les Soviétiques n'aient pas ces 1200 tonnes de minerai d'uranium. Mais Groves n'a pas totalement réussi son objectif, car au même moment, les Russes, eux, ont peut-être aussi trouvé quelque chose. Yuli Khariton apprend qu'il y aurait de l'uranium dans une autre ville du nom de Neustadt. Mais ce nom est très courant en Allemagne. 20 villes s'appellent Neustadt. 10 d'entre elles se trouvent en zone soviétique. Alors, ils vont toutes les passer au peigne fin. C'est Khariton lui-même qui y va, parce qu'il y va avec son petit compteur Gégère. Il y va avec Zeldovitch, et ils vont commencer à 1, 2, 3, 4, 5, rien, 6, 7, 8, 9, rien. Ils désespèrent, il ne reste plus qu'une à voir, et bingo, c'est celle-là, Neustadt am Kleve, dans une grande tannerie de cuir qui était déjà passée sous le régime de réquisition soviétique. C'est là que Khariton va découvrir un entrepôt avec d'immenses piles de fûts. Le problème, c'est que c'est du plomb. Or, le plomb réduit les radiations et empêche le compteur Gégère de Khariton de fonctionner. Donc, il n'y a rien de probant. Il se demande si ça cliquette, mais il se demande si c'est pas la radioactivité ambiante naturelle. Donc, il laisse tomber, il s'en va, puis il passe une mauvaise nuit et il dit à son collègue « on va y retourner quand même ». Et je crois que c'est à la 3e visite que finalement, il fait enlever les fûts de plomb et que là, il s'aperçoit que son compteur Gégère commence à cliqueter comme un fou et il met la main sur les 100 tonnes d'oxyde d'uranium extrêmement purifié qui vont immédiatement être envoyés en Union soviétique. 100 tonnes, ça suffit pour faire démarrer. C'est pas encore tout à fait suffisant, mais ça suffit pour faire démarrer. Et les Russes vont pouvoir aller très vite, car ils vont bientôt recevoir le manuel clé en main de la fabrication d'une bombe atomique. C'est Klaus Fuchs, leur espion infiltré chez les Alliés, qui va leur transmettre. Après avoir passé 8 mois dans un laboratoire à New York, il est devenu l'un des meilleurs théoriciens au monde. Ses connaissances sont vitales pour les recherches sur la fabrication du gadget. Alors, il parvient en août 1944 à se faire muter à Los Alamos. Là, il obtient un poste clé et surtout un poste qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de la bombe. Il était dans le département théorique pour travailler sur ce problème fondamental. Comment détoner une bombe au plutonium? Comment trouver le mécanisme d'implosion? Et le département théorique était une zone de libre-échange, donc la position de Fuchs lui permettait d'avoir une idée très claire du design de la bombe et de tous les problèmes potentiels liés à l'utilisation du plutonium dans une bombe. Fuchs travaille dur, 18 heures par jour. Il est respecté par ses collègues les plus éminents. Mais surtout, en bon espion, il parvient à obtenir leur confiance. C'était une personne très calme. Il n'attirait pas l'attention sur lui. Il faisait même du babysitting pour ses collègues de Los Alamos. Il était très poli, réservé. C'était la dernière personne qu'on aurait suspecté d'être un espion, et pourtant, c'en était un. Il connaissait tous les détails, jusqu'à la forme de l'ogive, y compris l'intérieur, le détonateur, des détails que la plupart de ses collègues ne connaissaient même pas. Mais lui, tout le monde lui faisait tellement confiance et il était tellement impliqué dans son travail qu'il a réussi à avoir accès à tout cela. Si Fuchs a pu passer ses informations top secrètes à Moscou, c'est grâce à un privilège obtenu par son statut. Exceptionnellement, il est autorisé à sortir de Los Alamos. Son contact est Harry Gold, un Américain communiste recruté par les services secrets soviétiques.
Pendant un an, Fuchs et son messager se sont retrouvés sporadiquement. Mais ce 6 juin 1945, le rendez-vous entre les deux hommes va être capital. Fuchs remet à Gold des documents qui vont faire économiser à l'URSS 18 mois de recherche et 26 milliards de dollars. Fuchs quitte Los Alamos en voiture pour Santa Fe, en début de soirée. Ils vont près d'un pont, dans un parc public, face à la ville. Et là, Fuchs remet une grande enveloppe, pleine de documents. Fuchs donne les détails complets de la bombe au plutonium, avec toutes les dimensions et ses composants. Et ce sont des informations cruciales que les scientifiques russes n'auraient jamais trouvées tout seuls, car ils n'avaient même pas d'échantillon de plutonium. Et c'est avec ces schémas que les scientifiques soviétiques vont fabriquer leur propre bombe. Ce même jour, Fuchs révèle aussi que la bombe est presque prête et qu'elle sera testée très prochainement. Or, quelques semaines plus tard, le 17 juillet 1945, les puissances alliées se réunissent près de Berlin, à Potsdam. Sont présents Harry Truman, le nouveau président des États-Unis, Joseph Staline et Winston Churchill. L'Allemagne a capitulé depuis 2 mois et les Alliés doivent maintenant préparer l'après-guerre et se diviser le butin. Le leader soviétique pense être en position de force. L'armée rouge contrôle l'essentiel de l'Europe centrale. Mais ce que Staline ne sait pas encore, c'est que Truman, lui, dispose d'un atout immense. La bombe atomique, testée un jour plus tôt. Le soleil se lève tout juste ce 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, à Alamogordo. Dans le plus grand secret ce matin-là, va avoir lieu le premier essai atomique de l'histoire. Une bombe à implosion contenant 6 kg de plutonium va être testée. Son nom, Trinity. La bombe est si complexe que personne ne sait si elle va fonctionner. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. À 5h30, la détonation de la bombe dégage une énergie de 21 kilotonnes de TNT. L'explosion est visible dans un rayon de 300 km. La réussite est totale. L'Amérique possède l'arme absolue. Truman, qui vient d'arriver à la conférence de Potsdam, apprend la nouvelle dès son arrivée par un télégramme codé du général Groves. Opéré ce matin, diagnostic encore incomplet, mais les résultats semblent satisfaisants, au-delà des attentes. Truman ne saisit pas encore l'importance de ce message lors de sa première rencontre avec Staline. Les négociations reprennent. Mais Truman reçoit alors un rapport détaillé de l'explosion de Trinity. Il comprend que le succès de la bombe est total. Docteur vient de revenir enthousiaste et confiant que le petit garçon est aussi costaud que son grand frère. La lumière dans ses yeux est visible d'ici à Highhold, et j'aurais pu entendre ses cris d'ici à ma ferme. La situation va dès lors se renverser. Truman le sait, désormais il est en position de force. Il décide même d'annoncer la nouvelle à Staline. Ça s'est passé très vite, ça a duré 1 minute. Staline quittait la salle des séances. Truman lui court après et il lui glisse comme ça, sans insister. Nous venons de tester une bombe d'une efficacité terrifiante, qui est capable de détruire une ville entière. Et Staline se contente de dire « Spasiba », merci, c'est tout. Truman a en main une arme diplomatique révolutionnaire. Son message à Staline est clair. Vous avez la plus grande armée conventionnelle du monde, certainement la meilleure, l'armée rouge avec ses 300 divisions. Vous croyez que vous avez un atout maître. Moi, je vous amène un atout encore plus fort qui dévalorise le vôtre. Donc maintenant, dans les conversations, c'est plus vous qui avez le gros bâton, c'est moi. Si vous voulez, c'est l'acte 1 de ce qu'on a appelé la diplomatie atomique.
Désormais, ce sont les États-Unis qui dictent leurs conditions. Avec cette bombe, Truman n'a plus besoin de l'aide soviétique pour faire capituler le Japon. Il écarte même Staline au moment de la signature de la déclaration finale des Alliés, un affront pour le leader soviétique. À Potsdam, la guerre froide a commencé. 4 jours après la fin de la conférence et seulement 3 semaines après l'essai de Trinity, les États-Unis lancent sur l'Empire nippon leurs 2 bombes atomiques. La première, sur Hiroshima, est une bombe à l'uranium. La deuxième sur Nagasaki, au plutonium. Avec elle a débuté la menace d'une guerre nucléaire, un risque majeur pour l'avenir de la civilisation moderne. Après les États-Unis, 7 autres pays parviennent à se doter de l'arme atomique. L'URSS en 1949, la Grande-Bretagne 3 ans plus tard, la France en 1960. Cette course à l'arme absolue a considérablement modifié les relations entre les grandes puissances. Depuis qu'elles ont obtenu le moyen de se détruire mutuellement, elles sont obligées d'utiliser la diplomatie. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir comment gagner la guerre, mais comment éviter la guerre. Between the United States and the Japanese Empire. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'Hitler de déclarer la guerre aux États-Unis. Désormais, le pays peut devenir la cible numéro 1 de l'Allemagne. Les Alliés sont tout à fait conscients que l'Allemagne a un immense pouvoir militaire et scientifique. Ils sont paniqués. Ils savent qu'Hitler est un homme impitoyable et qu'il n'hésitera pas à utiliser cette bombe, s'il l'a en premier, sur Londres ou Washington. Construire une bombe atomique devient la priorité absolue de Roosevelt. Et il est persuadé d'entamer avec l'Allemagne une course contre la montre. C'est à celui qui aura la bombe en premier. Et d'après le président, le Reich a déjà un train d'avance. Ils auraient un an et demi d'avance sur le programme américain. Cela signifie qu'ils pourraient avoir la bombe pour Noël 43 ou l'été 44. Et cela serait dévastateur. Fabriquer une bombe atomique alors même que personne ne sait si cette arme est réalisable, et en plus rattraper 18 mois de retard, le défi de Roosevelt semble insensé. Alors, il va mettre les grands moyens. Au total, plus de 600 000 personnes vont être recrutées. Des villes entières et des usines vont sortir de terre en quelques mois. Dans des laboratoires flambant neufs, les meilleurs scientifiques du monde vont travailler dans le secret le plus absolu et avec des moyens illimités. Nom de code de ce programme militaire inédit, le projet Manhattan. À sa tête, 2 hommes au profil radicalement différent. Leslie Groves, le militaire, et Robert Oppenheimer, le scientifique. Groves a été choisi par Roosevelt lui-même pour diriger le programme. L'homme a un profil hors norme. Il est à la fois général et ingénieur, et son expérience est indiscutable. Il a construit le Pentagone, le plus grand quartier général des forces militaires au monde. Le général Groves a été appelé l'homme indispensable du projet Manhattan. C'était une boule d'énergie. Il avait plus d'énergie et il était plus déterminé que n'importe lequel de ses pairs. Il disait « Chaque difficulté doit être résolue en 1 heure maximum ». C'était un homme grand, corpulent, imposant, puissant. Il a dit OK et il s'est mis au travail tout de suite. Sa première mission, trouver l'homme qui devra diriger les scientifiques. Son choix s'arrête sur Oppenheimer, un brillant physicien qui enseigne à Berkeley en Californie. Mais ce choix va interloquer la communauté scientifique car Oppenheimer n'est pas le meilleur dans son domaine.
Les gens ont dit « Groves a choisi Oppenheimer, mais c'est très étrange. Oppenheimer n'a jamais géré aucun projet ou accompli ce que d'autres scientifiques ont fait. Certains étaient des prix Nobel, ils étaient là depuis le début du projet. Mais Groves choisit toujours des gens plus jeunes, qui ont de l'énergie et de l'ambition pour accomplir un but. Et il a vu cela en Oppenheimer. Il l'a remarqué immédiatement. Un choix d'autant plus surprenant qu'Oppenheimer n'a rien à voir avec le style autoritaire et intransigeant de Groves. Oppenheimer, par contre, ressemblait à un poète sensible, ce qu'il était d'ailleurs. Il portait sur lui les poèmes de Baudelaire. C'était un philosophe, il parlait 7 langues. Il avait même étudié les textes sacrés hindous. C'était un homme profondément sensible. Malgré les différences notables entre les deux hommes, Roosevelt place toute sa confiance dans ce duo et leur donne carte blanche. Dès le départ, Groves a eu un pouvoir absolu. Il avait tous les moyens du gouvernement américain à sa disposition. Il avait tout l'argent qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin. Il a compris très tôt qu'il y allait avoir une compétition pour les ressources. Et donc, il avait besoin d'avoir la priorité sur toutes les matières. Que ce soit le cuivre, l'or, l'argent, il avait la priorité absolue. Premier problème pour Groves, où créer les infrastructures pour fabriquer la bombe? Impossible de la construire dans un laboratoire situé dans une ville, les équipements sont gigantesques. Rien que l'usine d'enrichissement d'uranium mesure 1 km de long. Et il y a d'autres exigences. Groves voulait que les sites soient isolés car ils étaient top secrets. Il ne voulait pas que les gens sachent. En plus, c'était le premier complexe de ce type. La première fois qu'on construisait un réacteur nucléaire qui allait monter jusqu'à 2000, 3000 degrés. Et ça aurait pu exploser. Ils n'avaient jamais construit une chose pareille. Il fallait donc s'assurer qu'il n'y ait personne autour, au cas où quelque chose se passe mal. En plus, Groves ne veut pas que la bombe soit construite sur un seul site, mais sur 3. Car il s'agit d'une première, alors il faut essayer plusieurs méthodes. Un premier complexe immense est construit à Oak Ridge, dans le Tennessee, destiné à fabriquer de l'uranium. Puis un deuxième à Hanford, près de Seattle, pour la production du plutonium. Reste à trouver l'emplacement idéal pour le 3e site, le plus crucial, celui où sera assemblée la bombe. Et pour cela, il faut un emplacement encore plus isolé, encore plus secret. Groves est dans l'impasse. Oppenheimer a une idée. En novembre 1942, il emmène Groves dans le Grand Ouest américain, au Nouveau-Mexique. Oppenheimer connaissait le coin, car il avait un ranch au Nouveau-Mexique. Il adorait cet endroit. Il faut dire que c'est vraiment magnifique, c'est splendide. Alors il visite plusieurs emplacements. Et Groves dit « Non, pas celui-là, pas ici, non, pas ici non plus ». Il demande à Oppenheimer « Est-ce que vous connaissez un autre endroit ?» Et Oppenheimer répond « Eh bien, il y a une école là-bas, l'école de Los Alamos, dans la plaine. » Groves et Oppenheimer découvrent cette scène de jeunes garçons en train de faire du sport. Et immédiatement, Groves dit « C'est là, voilà ». Alors ils font fermer l'école, ils délocalisent les enfants et ils prennent les rênes de cet endroit qui était déjà habité. C'est donc ici, à Los Alamos, sur ces terres extrêmes à 2500 mètres d'altitude, que va être créé le plus grand laboratoire atomique. Et c'est là qu'Oppenheimer compte bien faire venir les meilleurs scientifiques du monde. Le problème, c'est qu'il va falloir les convaincre. Comment les motiver à quitter leur vie pour venir s'installer au milieu de nulle part et pour un temps indéterminé? Et surtout,
comment Oppenheimer va-t-il leur faire accepter de travailler sur un projet dont personne ne peut même affirmer qu'il fonctionnera? C'est tout le dilemme de Groves et Oppenheimer. Ils ne savent pas si ça va fonctionner. Peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que ça va être un échec. Ils vont appuyer sur le bouton et puis rien ne se passe. Peut-être que ça va foirer, que ce sera un échec. La tâche d'Oppenheimer est délicate. Alors, pour recruter les meilleurs cerveaux, il prend son bâton de pèlerin et sillonne en train les États-Unis. Pendant 1 an, il tente de les convaincre l'un après l'autre avec un argument imparable. Voilà ce qu'il leur dit. Que ce sur quoi ils vont travailler ne va pas seulement permettre de terminer cette guerre, mais aussi sûrement les autres guerres. Donc il a fait appel à leur patriotisme, à leur haine viscérale de l'Allemagne, d'Hitler et de son régime antisémite. Et c'est plutôt convaincant pour la plupart des scientifiques. Si Einstein n'est pas autorisé à participer au projet à cause de ses convictions pacifistes, Oppenheimer a réussi son pari. Les meilleurs scientifiques du monde sont à ses côtés, et parmi eux, 20 prix Nobel. Au printemps 1943, ils arrivent dans le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos. Entre-temps, ce qui n'était qu'un pensionnat de garçons est devenu une véritable ville. À perte de vue, des mobil-homes en guise de maison. On trouve des bureaux, des ateliers de montage et des laboratoires, mais aussi un hôpital et des supermarchés. Une ville presque normale, mais où la sécurité est omniprésente. Tout autour, des barbelés et la police militaire qui patrouille 24 heures sur 24. Au total, 7000 personnes vivent ici. À côté des militaires et des scientifiques, tout le personnel indispensable au bon fonctionnement d'une ville, des ouvriers et des agents administratifs. Il y a aussi des femmes au foyer avec leurs enfants qui accompagnent leurs époux. Dima Chavez a 6 ans quand il emménage à Los Alamos en août 1943. Son père vient d'être recruté comme ouvrier pour construire de nouveaux laboratoires. À son arrivée, il comprend qu'il entre dans la ville la plus secrète au monde. D'abord, on est arrivé devant la porte principale, gardée par la police militaire armée. Mon père avait un laissez-passer qui l'autorisait à entrer à Los Alamos. Ensuite, ils nous ont pris en photo. On devait porter un badge. Et là, le soldat militaire a dit à mon père, « Remontez dans votre véhicule et continuez sur cette route. Il y aura un autre checkpoint dans 1,5 km. On va vous donner un temps précis pour rejoindre cet endroit. Et si vous ne respectez pas ce temps, on va vous poursuivre. » Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et si papa avait une roue qui crevait? Finalement, tout s'est bien déroulé. On est rentré comme une lettre à la poste. Au même moment, arrive à Los Alamos un jeune militaire de New York. Il s'appelle Benjamin Mederson, il a 19 ans. Benjamin a étudié 2 ans la physique à l'université, puis il est rentré dans l'armée. Un jour, des officiers lui proposent de devenir assistant physicien sur un projet militaire. Il ne sait absolument pas qu'il va travailler sur une bombe atomique. Le programme est top secret. Pourtant, il accepte le job. Mais alors qu'il s'attend à arriver sur une base militaire, il est abasourdi. Il y a des scientifiques partout. On était au milieu de nulle part, dans une ville tout juste construite. Et il y avait des civils qui venaient du monde entier, surtout d'Europe et des États-Unis. Imaginez, tous les scientifiques du monde étaient là. Ils étaient tous physiciens et mathématiciens. Tout le monde était intéressant. Benjamin comprend que sa mission sera liée à la science. Comme lui, 99% des employés ne savent pas sur quoi ils travaillent.
C'est l'objectif du général Groves, garder le secret. C'était le plus grand secret de la guerre. Le fait même qu'il y ait un programme sur une bombe était un secret. Si les Allemands avaient su que les Américains travaillaient sur une bombe atomique, ils seraient peut-être allés encore plus loin. Groves est obsédé à l'idée qu'Hitler puisse avoir la bombe en premier. Il le sait, la science allemande domine le monde, il y a urgence. L'homme dont il se méfie le plus est le fameux physicien atomiste Werner Heisenberg. Lui a choisi de rester auprès d'Hitler plutôt que de s'exiler. Et il serait pour Groves le scientifique allemand le plus menaçant. Si quelqu'un pouvait être en charge d'un programme nucléaire, c'était certainement lui. Si quelqu'un pouvait créer une bombe, c'était certainement lui. Groves craint les talents d'Heisenberg dans cette course contre la montre. Alors, il va redoubler de prudence. Pour garder le secret, il impose la compartimentation du travail. Chacun, du brillant scientifique à l'ouvrier, n'a qu'une seule activité à effectuer et n'a pas le droit d'en parler. L'information est ainsi réduite au minimum et personne ne connaît la finalité du projet. Des conditions de travail surprenantes. Alors, les gens commencent à s'interroger. Mon père avait accès à beaucoup de zones interdites. Mais est-ce qu'il savait ce qu'il se passait? Non. Il avait un job à faire, un trou à faire par là, quelque chose à déplacer par ici. Et dès qu'il avait terminé, il changeait de zone. On en parlait, mais mon père disait « Tu n'es pas censé savoir, je ne suis pas censé savoir, ne dis pas un mot là-dessus, point final. » On m'a tout de suite donné un job. Et mon chef était anglais. Il était professeur en Angleterre. Donc je savais que je faisais de la physique, mais je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait, bien sûr. Mais après quelques semaines passées auprès des grands scientifiques britanniques, Benjamin est mis dans le secret car il est muté au département des explosifs. Il apprend qu'il est en train de construire une bombe atomique. Je faisais exploser des choses. J'avais des tubes en acier et des explosifs. Et je devais mesurer le temps des explosions. On regardait comment le métal supportait l'explosion. Voilà ce que je faisais. Juste tester le matériel pour voir leur résistance à une explosion. J'étais très heureux. C'était très excitant de savoir que je faisais de la vraie physique au sein de l'armée alors que le monde explosait autour de moi et que les gens mouraient partout. Moi, je faisais de la physique. J'avais une chance inouïe. Benjamin fait désormais partie des 1% des initiés. Pour cette minorité, les règles sont drastiques. Les scientifiques ont interdiction formelle de parler de la bombe, même avec leurs femmes, le soir à la maison. Et entre eux, ils doivent utiliser un langage codé. On ne pouvait pas dire bombe. Ça s'appelait le gadget. Le terme bombe n'était jamais utilisé en public. Les mots fusion, réaction en chaîne, neutron, tous ces mots n'étaient jamais utilisés en dehors de la zone technique. Partout dans le camp, des pancartes géantes rappellent la règle de base. Ce que vous voyez ici, ce que vous faites ici, ce que vous entendez ici quand vous partirez, laissez tout ici. Ou encore, votre crayon et votre langue peuvent être des armes pour l'ennemi. Surveillez ce que vous écrivez et ce que vous dites. Je mourais d'envie de dire ce qu'il se passait. C'était vraiment tentant. Mais le secret était très important et on le savait. Malgré ces contraintes, les Américains accourent pour faire partie du projet. Il faut dire que le pays connaît alors une crise économique gravissime. Avec la Grande Dépression, le chômage est au plus haut. Ici, c'est l'assurance d'avoir un emploi et un loyer payé par l'État.
Le père de Dimas n'a pas hésité une seconde. Après des années de galère, travailler à Los Alamos lui permet de mettre sa famille à l'abri. C'était son boulot. Il n'avait pas d'autre boulot. Mon Dieu, mais où vivre ailleurs? On payait $16 de loyer par mois pour une maisonnette. La nourriture était fournie par l'armée. Mon père ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais en venant ici, ça lui permettait de prendre soin de nous. Rapidement, une vie quotidienne s'organise. Les enfants vont à l'école, il y a un cinéma, un théâtre et quelques boutiques. De quoi occuper les habitants qui n'ont pas le droit de sortir de la ville. Alors pour se divertir, chacun fait comme il peut. Il y avait beaucoup de sports. Les hommes jouaient au basket, au foot, au baseball. Les scientifiques qui savaient jouer de la musique formaient des groupes. La musique ici, c'était une forme d'exutoire. Il y avait plusieurs groupes, de la danse tous les vendredis et samedis soirs. Tout le monde dansait. Mais même les samedis soirs, Big Brother n'est jamais bien loin. Les serveurs étaient des agents qui écoutaient les conversations. Et si quelqu'un était un peu trop ivre et qu'il parlait un peu trop de ce sur quoi il travaillait, il était viré tout de suite du bar. Et pour ceux qui seraient un peu trop bavards, la sentence est sans appel. Si quelqu'un était soupçonné de trahison, Au matin du 6 août 1945, le bombardier américain Enola Gay s'envole vers l'archipel nippon avec dans sa soute une bombe atomique surnommée Little Boy. Il a pour cible la ville industrielle d'Hiroshima de 340 000 habitants. À 8h15, la bombe, d'une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT, est larguée. Un gigantesque champignon nucléaire s'élève au-dessus de la ville. La température au sol atteint 4000 degrés. « 70 000 personnes sont tuées sur le coup. La ville est complètement anéantie. C'est comme si on avait largué sur la ville 1 million de bombes classiques. 1 million de bombes classiques. L'irradiation continuera pendant des dizaines d'années à faire de nombreuses victimes. Au total, elle a tué à Hiroshima 140 000 personnes. Le degré de dévastation d'une seule petite arme est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 3 jours après Hiroshima, une deuxième bombe atomique est larguée sur la ville de Nagasaki. 45 000 morts immédiats. Ces 2 bombes portent un coup final à l'Empire du Japon qui se rend le 2 septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Les États-Unis sont alors propulsés au rang de superpuissance. Est-ce que je suis fier? Je crois que finir la guerre si vite a permis de sauver de nombreuses vies. Et pour cela, je suis fier de ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas fier des destructions de masse. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à l'origine de ces bombes, c'est l'Allemagne qui mène le bal. Car les Américains, convaincus qu'Hitler est sur le point d'avoir l'arme atomique, vont tout faire pour l'empêcher d'y parvenir en premier. C'est très important. Si les Allemands ont la bombe avant nous, Hitler va gagner et le monde sera dominé par le Troisième Reich pendant 1000 ans. Hitler aurait 18 mois d'avance, alors il y a urgence. Les Américains vont lancer la plus grande opération secrète de tous les temps.
Un budget colossal, 26 milliards de dollars, et les meilleurs scientifiques au monde. Nom de code, Projet Manhattan. Les scientifiques engagés dans ce projet étaient obsédés à l'idée d'y arriver, que ça marche et que ce soit fait à temps. Il y avait donc une immense pression sur eux. Le projet est top secret. 600 000 personnes travaillent dans des sites ultra sécurisés aux quatre coins des États-Unis. Des lieux cachés aux yeux du monde, même le Congrès américain n'est pas mis au courant. Sécurité, sécurité, sécurité. C'était le maître mot à Los Alamos. Tout le monde vivait et respirait sécurité, 24 heures sur 24, constamment. En parallèle, se joue une étonnante course contre la montre, cette fois entre les alliés eux-mêmes. Car les soviétiques eux aussi sont prêts à tout pour avoir la bombe. Cette course à la fin de la guerre pour récupérer les scientifiques allemands, mais aussi de l'uranium, a été une immense compétition entre les forces alliées. Et pour cela, les Alliés ne vont pas hésiter à utiliser des espions. Il était l'un des plus intelligents et brillants scientifiques impliqués là-dedans. Klaus Fuchs a probablement été l'espion le plus important de l'histoire de l'espionnage. C'est cette incroyable compétition secrète méconnue que nous allons vous raconter. Une course folle où tous les coups sont permis et où le destin du monde est en jeu. Allemagne, début des années 30. Adolf Hitler vient d'être nommé chancelier du Reich. Si le pays est devenu militairement l'un des plus puissants au monde, il l'est aussi dans un autre domaine, la science. Le pays est le fer de lance de certaines disciplines comme la chimie et la physique. Depuis près de 40 ans, c'est la nation qui compte le plus de prix Nobel. Comme Max Planck, un spécialiste de l'énergie, Albert Einstein et un certain Werner Heisenberg, l'un des plus brillants chercheurs atomistes du pays, de la vie générale, un génie. L'Allemagne paraissait aux yeux du monde comme un pays extrêmement avancé sur le plan scientifique. Dans le domaine du secret, ils avaient les codes et la machine à coder Enigma. Dans le domaine des armes, ils avaient les avions les plus modernisés. Et l'Allemagne avait une place à part comme une pépinière de science et de savants. Mais les lois antisémites d'Hitler conduisent à l'exil nombre de scientifiques brillants, tel Albert Einstein qui s'installe aux États-Unis. Et tout commence un jour d'août 1939. Alors qu'Einstein est en vacances sur la côte Est, sur la petite île résidentielle de Long Island, les vacances du plus célèbre des scientifiques vont être moins tranquilles que prévu. Ce jour-là, il reçoit la visite d'un de ses collègues et amis, Leo Szilard, un physicien juif hongrois qui lui aussi a quitté son pays face à la montée du nazisme. Il est venu faire à Einstein une révélation de la plus haute importance. Sur la terrasse de sa maison de vacances, il lui explique comment l'Allemagne exploite une nouvelle source d'énergie, l'uranium, qui pourrait conduire à la création d'armes dévastatrices. Sans attendre, Einstein décide d'écrire une lettre au président des États-Unis en personne, Franklin Roosevelt. Et voici ce qu'il lui explique. J'ai appris que l'Allemagne vient d'arrêter toute vente d'uranium, extrait des mines de Tchécoslovaquie dont elle s'est emparée. L'uranium va pouvoir être converti dans une nouvelle source d'énergie dans un futur proche. Ce nouveau phénomène pourrait nous conduire à la construction de bombes. Une seule bombe de ce type, explosant dans un port, pourrait en détruire toutes les installations, ainsi qu'une partie du territoire environnant.
Il ne mâche pas ses mots. Il explique que les Allemands travaillent sur ce projet et qu'il sera dévastateur. Il pense que c'est très important que le président soit informé et comprenne bien que cela puisse être le début d'une sorte de programme nucléaire allemand. Roosevelt prend connaissance de la missive et les informations le terrifient. Il y a de quoi être inquiet. Car au même moment, en Europe, les événements se sont précipités. Septembre 1939, Hitler a lancé ses troupes d'abord à l'assaut de la Pologne, puis à la conquête de la France, et enfin, il a menacé l'Angleterre. La Seconde Guerre mondiale a éclaté. En quelques mois seulement, Hitler a conquis une grande partie de l'Europe. Mais face à cette guerre, l'opinion publique américaine contraint Roosevelt à rester neutre. Pourtant, impossible de laisser une nation aussi puissante que l'Allemagne en possession d'une arme si dévastatrice sans réagir. Les États-Unis doivent absolument posséder la même pour se défendre au cas où. C'est d'ailleurs ce que dit Roosevelt à ses conseillers. Roosevelt se dit « Ah, je vois. Ce que vous me dites, c'est que mes voisins sont en train de construire une bombe qui pourrait nous exploser à la figure. Alors ok, on va réagir, dit le président. » Alors, pour ne pas se laisser distancer, Roosevelt rassemble des scientifiques chargés de réfléchir à la faisabilité d'une bombe atomique. Le projet est alors très modeste, une dizaine d'hommes et un budget d'à peine 100 000 $. Mais un événement va tout faire basculer. 7 décembre 1941. Le Japon, allié de l'Allemagne, attaque la flotte américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Les États-Unis entrent en guerre. I ask that the Congress declare a state of war. Pleine forêt noire, à 60 km de Stuttgart. D'après la mission Alsos, un endroit idéal pour camoufler un laboratoire. Gutschmidt le sait, il se rapproche du but. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, car il n'est pas le seul à s'intéresser aux recherches atomiques allemandes. Il va avoir affaire aux Français. Il va s'en rendre compte lorsque le 24 avril 1945, la mission Alsos arrive enfin en vue d'Eschingen. La ville se trouve juste de l'autre côté d'un pont. Mais voilà le problème. Une autre armée y est déjà stationnée et s'apprête à entrer dans la ville, l'armée française de libération. A priori, rien de grave, ce sont des alliés. Sauf qu'en matière de chasse aux savants, c'est chacun pour soi. D'autant que les Français, après 5 années de guerre, entament alors tout juste leur programme nucléaire. Les Français ont leur propre service secret. Et eux aussi aimeraient capturer certains de ces scientifiques pour la France d'après-guerre. Il y a donc beaucoup de compétition pour attraper ces savants les premiers. Si jamais Heisenberg est capturé par les Français, il y a fort à parier qu'ils le garderont pour eux. La situation est délicate. La mission Alsos doit absolument empêcher la première armée française d'avancer. Mais comment faire? Les Américains vont alors tenter un gros coup de bluff. Alors ils disent « Attendez, cet endroit va être bombardé. Vous ne voulez pas entrer? Nos avions arrivent. » Et les officiers français disent « Ok, nous allons attendre. » Et la mission Alsos fonce. Résultat, la première armée patiente et n'entre pas dans Eschingen. La mission Alsos, elle, s'y précipite. À l'adresse trouvée à l'université de Strasbourg correspond une église. En la fouillant, c'est le jackpot. Gutschmidt déniche dans la cave un laboratoire top secret et cet énorme réacteur. Mais là, coup de théâtre, ce n'est pas du tout une bombe, mais une pile atomique qui, en l'état, ne sert qu'à fabriquer de l'électricité. L'équipe d'Alsos est soulagée. 15 jours plus tard, elle met la main sur Heisenberg. Il confirme que l'Allemagne est encore très loin de maîtriser l'énergie atomique.
Il n'y a rien. Pas de programme. Aucune volonté. Il n'y a pas eu de collaboration entre la science, l'armée et l'industrie allemande pour créer leur propre projet Manhattan. Hitler n'a pas contribué à l'effort atomique en Allemagne. Il pensait que ce n'était pas nécessaire, qu'il fallait d'abord finir la guerre. Heisenberg a dit à Hitler que ça prendrait 10 ans et coûterait des millions de dollars. Et Hitler a dit « Ça ne vaut pas la peine, on aura fini la guerre bien avant ». Les Américains n'ont donc plus rien à craindre du côté des Allemands. Mais ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'ils ont un nouvel adversaire. Un concurrent ultra déterminé auquel ils n'avaient pas pensé et qui va s'avérer pourtant particulièrement dangereux, l'URSS. Car les Soviétiques aussi comptent bien récupérer le maximum de savants et de matériel en Allemagne pour construire leurs bombes. Les Américains vont donc devoir jouer serré. En Allemagne, une nouvelle course folle commence. Bien que la guerre ne soit pas encore finie, des indices montrent que l'Union soviétique est en train de devenir le prochain adversaire, le prochain ennemi potentiel. D'autant que les Soviétiques ont eux aussi monté une mission scientifique pour piller le sol allemand. À sa tête, un brillant physicien ultra motivé, Yuri Khariton. Khariton étant complètement affamé à la recherche de tous les matériels dont il a besoin pour expérimenter et construire, est l'homme véritablement qui, sur le terrain, est capable de dire « Je veux cette installation, vous la démontez, vous l'envoyez en Union soviétique, je veux ce matériel, cet oscilloscope, il nous le faut absolument. » Cette fois, les Russes n'ont rien à envier à la mission américaine. Les moyens que les Soviétiques mettent en jeu dans Alsos sont énormes par rapport à leur pauvreté générale. Les plus grands atomistes soviétiques sont partis en Allemagne. Pendant les 2 mois qu'a duré la chasse aux savants et au matériel allemand, le programme nucléaire soviétique s'arrête. Tout le monde est parti, Khariton en tête, en Allemagne. Si l'URSS met le paquet sur cette mission, c'est parce que pour construire une bombe atomique, il lui faut de l'uranium. Et le pays en a bien trop peu, seulement 7 tonnes, alors qu'il lui en faudrait 200. Et c'est précisément en Allemagne qu'elle peut en trouver. On ne va pas à la recherche d'une bombe atomique, toute faite sur une étagère, avec un joli nœud autour. On va à la recherche de bases industrielles, de matières premières, l'uranium, pour essayer d'accélérer le programme soviétique. Or, les Soviétiques savent que les Allemands ont une réserve d'uranium pour une raison très simple. C'est que les Allemands ont occupé la Tchécoslovaquie en 1938 et que la seule grande mine d'uranium connue à l'époque se trouve à Joachimsthal en Tchécoslovaquie. Donc pour les Soviétiques, il y a eu accumulation d'uranium pendant la guerre. Seulement, les Américains, eux, qui n'ont toujours pas la bombe, ne veulent surtout pas que l'URSS trouve cet uranium. Groves sait que les Américains vont avoir la bombe, mais il veut s'assurer que le monopole américain va durer le plus longtemps possible, parce que cela rendra les Américains plus puissants. Le problème, c'est qu'au début de l'année 1945, les Américains ont déjà un train de retard. Car alors qu'ils sont bloqués dans les Ardennes, l'armée rouge, elle, avec ses scientifiques, est déjà entrée en Allemagne par l'Est et se rapproche de Berlin. Les Soviétiques risquent donc de faire main basse les premiers sur les stocks d'uranium. Et notamment dans cette usine tout près de Berlin qui en produit. Mais le général Groves a tout prévu. À Strasbourg, ils ont découvert beaucoup de documents concernant le projet atomique allemand. Apparemment, parmi ces documents, il est noté qu'un groupe, dans l'usine Dauergesellschaft à Oranienburg, produit de l'uranium pour le projet. Il a donc demandé que l'armée américaine bombarde l'usine. Le 15 mars 1945, 600 bombardiers américains larguent 1500 tonnes d'explosifs et des bombes incendiaires sur l'usine. Le bombardement, d'une puissance inouïe, détruit tout le stock d'uranium, 100 tonnes au total.
Un acte d'hostilité qui vise clairement son allié soviétique. Elle n'est pas utile à l'effort de guerre allemand, cette usine. Elle fabrique des oxydes d'uranium. Mais c'est simplement pour en priver les soviétiques. Et c'est Groves en personne qui donne l'ordre au chef de l'US Army Air Force d'aplatir cette usine. C'est vous dire l'étendue des pouvoirs qui lui ont été conférés. Et c'est aussi pour en priver les soviétiques. On n'est pas encore dans la guerre froide et pourtant ils interviennent directement pour priver un allié d'un accès à un matériau essentiel. Et les Américains vont même aller encore plus loin pour priver les Russes de cet uranium. Cette fois, ils vont carrément bafouer les règles internationales. Un mois après le bombardement d'Orianenburg, les hommes d'Alsos ont enfin pénétré en Allemagne. Et ils ont appris par des savants allemands capturés que le véritable stock d'uranium était gardé à Stachfurt, à 200 km de la capitale. Un véritable trésor. Il y aurait là 1200 tonnes d'uranium. Il faut absolument les récupérer avant les Russes. Le problème, c'est que cette ville appartient à la zone d'occupation soviétique prévue par les accords de Yalta. Groves n'en a que faire. Il ordonne à ses hommes de se précipiter vers Stassfurt. En cachette, en pleine nuit, ils chargent l'uranium sur leur GMC. Des files entières de camions emmènent le stock direction la Grande-Bretagne. Quand l'armée rouge arrive quelques jours plus tard, il ne reste plus rien. L'URSS a su ce qu'il s'était passé et ils ont protesté, non pas sur la prise d'uranium, mais sur le fait que des troupes américaines ont été dans une zone d'occupation qui était censée être une zone soviétique. Ils n'ont pas le droit de le faire. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Alors, la règle en droit de la guerre, c'est quand je bats mon ennemi, j'ai le droit à ses dépouilles. Qui a battu l'armée allemande en Saxe? L'armée américaine. Par conséquent, ça peut être considéré comme dépouille de guerre. C'est comme ça que les Américains l'ont justifié. En réalité, bien sûr, il y a une violation des accords de Yalta, puisqu'ils devaient laisser toute l'infrastructure... l'infrastructure, c'est pas de l'infrastructure, c'est les matières premières. Donc on a joué sur les mots. Mais très honnêtement, Leslie Groves, qui est un type extrêmement carré, un type assez brutal, il s'en moque de toutes ces arguties juridiques. Ce qu'il veut, c'est que les Soviétiques n'aient pas ces 1200 tonnes de minerai d'uranium. Mais Groves n'a pas totalement réussi son objectif, car au même moment, les Russes, eux, ont peut-être... On l'envoyait sur les îles Aléoutiennes, en Alaska. On s'en débarrassait. Mais on ne pouvait pas juste les laisser libres, retrouver la vie civile. Ils étaient exilés, là où ils pouvaient être surveillés. Dans ce climat ultra sécuritaire, les scientifiques travaillent d'arrache-pied. Mais en janvier 1944, un an après le début du projet Manhattan, c'est la panique. Ils n'ont toujours pas la bombe. Impossible même de savoir s'ils pourront l'avoir avant les Allemands. Et Groves doit faire face à un nouveau problème de taille. Car après l'Allemagne, un deuxième concurrent apparaît dans cette course contre la montre. Mais cette fois, c'est un allié. L'Union soviétique. Depuis des mois, le pays fait face à la sanglante invasion allemande, l'opération Barbarossa débutée le 22 juin 1941. 4 millions de soldats de l'Axe ont envahi l'URSS par surprise. La guerre est impitoyable. Mais au milieu de ce chaos, un homme, lui, s'inquiète d'une autre menace. Georgi Flerov, un physicien. Il a remarqué que le flot d'articles écrits par des savants allemands et américains sur les éléments radioactifs s'est tari soudainement. Il soupçonne que ces chercheurs sont en train de fabriquer une bombe atomique. Il est allé dans les bibliothèques vérifier s'il y avait quelque chose dans les journaux américains et autres, mais il n'a rien vu. Alors il a regardé dans les journaux allemands, mais tout ce qui concernait la fission nucléaire avait disparu. Il en a conclu, comme dans l'histoire de Sherlock Holmes, que le chien qui n'aboie pas dans la nuit vous donne un indice qu'il se passe quelque chose. Alors, en avril 1942, il écrit une lettre à Staline pour l'avertir des conséquences du développement d'une telle arme. Les résultats dépasseront tellement ce qu'on connaît
qu'il ne sera pas nécessaire de déterminer qui sera blâmé pour le fait que ce travail ait été négligé dans notre pays. Alors, à son tour, début 1943, Staline lance un programme de développement d'une bombe atomique. Rien à voir avec le projet Manhattan. Seule une centaine de scientifiques est recrutée, et c'est ici, dans cette tente, à côté de Moscou, que débutent les recherches. Le projet Manhattan, c'est la Rolls-Royce. Le projet soviétique, c'est même pas une 2 chevaux, c'est un vélo. Les scientifiques qui travaillent là sont surtout des gens qui travaillent avec du papier et du crayon, qui vivent dans une grande misère matérielle. Il n'y a pas de réacteur nucléaire. Et surtout, il n'y a pas d'uranium. Encore moins de plutonium. Donc il n'y a pas la matière première d'une bombe. Les soviétiques n'ont rien de tout ça. Mais ils savent comment ils pourraient faire s'ils avaient les moyens. Il faut dire que l'URSS est ruinée. La guerre a déjà fait des millions de morts côté russe. Débute alors sur tous les fronts une contre-offensive soviétique. Toutes les ressources sont mobilisées. La recherche scientifique est loin d'être la priorité de Staline. L'Union soviétique est un pays du tiers-monde, incomparablement plus pauvre que les États-Unis. Il y a donc peu de ressources à allouer à de la recherche fondamentale ou appliquée. Tout va à l'effort de guerre. En revanche, il y a un domaine dans lequel l'URSS excelle et qui va être primordial: l'espionnage. Et un de leurs espions va leur être particulièrement utile. Il va leur transmettre toutes les avancées américaines sur la bombe, car cet homme est parvenu à espionner dans la ville la plus sécurisée du monde, Los Alamos. Il s'appelle Klaus Fuchs. Klaus Fuchs était probablement l'espion le plus important de toute l'histoire de l'espionnage, car il était l'un des scientifiques les plus intelligents et brillants impliqués là-dedans. Fuchs est originaire d'Allemagne, une famille de classe moyenne, un père pasteur. À 17 ans, alors qu'Hitler prend le pouvoir, il devient opposant nazi et s'engage dans le Parti communiste. Il était très clair pour lui que le plus grand danger pour la nation allemande était la montée de l'extrême droite et du nazisme. Et il était persuadé que le Parti communiste était le seul habilité à faire barrage au nazisme. Pour un homme comme Fuchs, ça a été un engagement fondamental pour le reste de sa vie. Communiste convaincu, il quitte l'Allemagne nazie direction la Grande-Bretagne où il entame des études de physique. Il obtient la nationalité anglaise et devient rapidement un brillant physicien. Il est alors recruté pour travailler sur le projet britannique de la bombe atomique, commencé en 1940, 2 ans avant le projet Manhattan. Mais ses convictions politiques le mènent directement à l'ambassade russe de Londres, où il propose ses services à l'URSS. Dès que l'Allemagne a envahi l'Union soviétique, il est allé à l'ambassade russe de Londres et il a dit « Je suis au courant de cela, je peux vous parler de mon travail ». Il sait qu'un projet est en cours pour créer une bombe atomique à l'uranium. Il est invité à faire partie de ce programme et pour lui, c'est un devoir de prévenir le Parti communiste, le GRU et l'Union soviétique. C'est là où il est devenu espion. En 2 ans, Fuchs fait passer à l'URSS 570 pages de calcul et de description de la construction d'une bombe atomique. C'est le résultat de tout ce que la Grande-Bretagne a découvert. Mais il va aller encore plus loin. Car fin 1942, le général Groves demande aux Alliés de faire venir leurs meilleurs scientifiques aux États-Unis pour accélérer les recherches sur la bombe. Fuchs, l'éminent physicien, est donc lui aussi invité à faire partie du voyage. En novembre 1943, il arrive aux États-Unis. L'espion russe fait désormais partie du projet Manhattan. Et là, il va avoir accès à toutes les informations top secrètes. Les Alliés, eux, n'ont alors aucune idée qu'ils sont espionnés. Groves n'a qu'une obsession. Alors que sa bombe ne sera pas terminée avant plusieurs mois, il ne sait toujours pas si Hitler, lui, est prêt à lancer la sienne. Pour cela, il doit absolument interroger les savants restés en Allemagne. Avant tout, Werner Heisenberg, celui qui serait à la tête du programme nucléaire allemand.
Le seul moyen d'y parvenir est d'envoyer des hommes sur le terrain. Mais il va devoir attendre le printemps 1944 pour que l'Europe se libère. Le 6 juin, aux premières heures du matin, plus de 130 000 hommes débarquent sur les plages de Normandie. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps. Parmi ces soldats alliés, il y a aussi des civils américains. Des hommes dont l'objectif n'est pas de libérer l'Europe du joug nazi. Ce sont des scientifiques en habits militaires. Ils sont une vingtaine envoyés par Groves lui-même. Leur rôle, savoir où en sont réellement les Allemands avec leurs bombes. Il avait besoin d'avoir ses propres services d'espionnage et de contre-espionnage. Il avait besoin d'avoir des oreilles et des yeux en Europe, d'avoir ces hommes là-bas. Cette unité spéciale d'espions d'un nouveau genre, c'est la mission Alsos. À sa tête, un certain Samuel Gutschmidt. Ce Néerlandais de 45 ans enseigne la physique à l'Université du Michigan. Et dans les années 30, il a côtoyé les plus brillants scientifiques allemands. Certains étaient même ses amis. Des contacts privilégiés qui pourraient être bien utiles pour obtenir des informations. Il a tous les critères pour aller sur le terrain à la chasse aux savants et les interroger. Suivant l'avancée des troupes alliées en France, Gutschmidt et ses hommes arrivent le 25 novembre 1944 dans une ville qui les intéresse tout particulièrement, Strasbourg. La ville est devenue la vitrine du Reich en matière de recherche scientifique. C'est ici qu'Alsos espère trouver la trace de Werner Heisenberg. C'est lui qui pourra donner des informations sur la bombe allemande. En arrivant à l'université de Strasbourg, Gutschmidt découvre des documents et une adresse qui va leur permettre de localiser Heisenberg. Gutschmidt découvre cette information très excitante, à savoir que Heisenberg, la principale personne qu'il recherche, n'est pas à Berlin, qui vient d'être bombardée et détruite, mais qu'il a déménagé à Eschingen, dans la forêt noire. Ce qui existe du programme nucléaire allemand a été déplacé. Eschingen, une petite ville à laquelle Gutschmidt et ses hommes n'auraient jamais pensé, perdue en plein